Je vous remercie d'être là. Nous sommes presque 150 à être réunis aujourd'hui dans cette salle. Et c'est d'ores et déjà un succès qui prouve le dynamisme et la combativité de notre union départementale en Isère. Mais je ne vous cache pas, c'est avec une certaine appréhension que je vais introduire ce comité général des syndicats de l'Union départementale Force ouvrière de l'Isère. Tout d'abord, je voulais remercier encore une fois nos invités. Tout d'abord, le secrétaire général de la Confédération, Frédéric Souillot, qui a accepté de présider ce comité général. Alors, nous font l'honneur aussi d'être présents deux secrétaires confédéraux, à qui je demande de se lever tout de même pour se montrer. Tout d'abord, Patricia Drevon, qui est en charge de l'organisation, des fonctionnaires et des affaires juridiques, secteur important. Cyril Lama, en charge du secteur presse et communication, qui est aussi important. Alors vous me direz, pourquoi les inviter? Oui, c'est vrai. Eh bien, ils ont une particularité, ils sont tous les deux adhérents d'un syndicat FO de l'Isère. Et donc date. Vous voyez, comme quoi, vous voyez que l'Isère n'est jamais loin de moi. Tout à fait. On surveille. Je salue également la présence de Jean-Pierre Gilquin. Jean-Pierre, tu es où? Ah voilà. Mon prédécesseur à l'Union départementale, qui reste toujours disponible et toujours investi dans notre organisation syndicale. Merci également à Gisèle et à Patricia. Alors Gisèle, c'est la petite dame qui nous a fait signer et qui est encore dehors à compter les sous. Patricia n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Ce sont nos retraitées hyperactives qui nous donnent de sacrés coups de main régulièrement à l'Union départementale. Merci également aux camarades du bureau de l'Union départementale, et j'excuserai aujourd'hui Thierry Caron, qui ne peut pas être présent puisque les élections dans sa structure commencent aujourd'hui. Et la clinique mutualiste de Grenoble ayant eu de grosses difficultés, c'est hyper important qu'il soit présent dès le premier jour jusqu'au bout du cycle électoral. Et enfin, je voulais remercier Sylvie, qui est tout au fond là-bas. Sylvie, c'est le couteau suisse indispensable pour faire tourner l'union départementale et en qui j'ai une confiance absolue. Enfin, je voulais dédier ce comité général à un ami et militant, force ouvrière de notre département, qui nous a quittés il y a 2 mois, Jean-Luc Le Sec, que certains d'entre vous connaissaient, et qui était adhérent et militant du syndicat force ouvrière des lycées et collèges de notre département. Ce fils de mineur du Nord, exilé en Isère avec sa famille, a fait ce que je suis aujourd'hui. Il a permis à notre syndicat de base, à Cyril Lama et à moi, le syndicat des administratifs de l'éducation nationale, de voir le jour et de se développer. Et ce petit syndicat est devenu majoritaire au rectorat et dans les 5 inspections académiques de l'Académie de Grenoble, et 2e organisation syndicale chez les administratifs dans cette académie. À l'époque, je m'étais permis de râler, moi, le nouvel adhérent, un peu timide quand même, contre, je cite, tous ces gens qui se plaignent, mais qui ne sont pas grévistes et qui ne viennent pas dans les manifestations. Et je me souviendrai toujours de ce que Jean-Luc m'a répondu. Mon camarade, et si tu te demandais plutôt pourquoi les salariés ne répondent pas le petit doigt sur la couture du pantalon aux appels à la grève? Ils n'y vont pas juste pour manifester, ils y vont pour se défendre et gagner. Et nous avons un rôle à tenir à leur côté. Alors très rapidement, j'ai compris. Les salariés, ils sont comme moi. Ils se posent la même question et ils descendent dans la rue quand ils pensent que la cause est juste. Quand on leur a expliqué, quand on les a convaincus, les salariés ne sont jamais responsables des défaites. C'est à nous, militants syndicaux, de leur donner confiance en les organisant, en les réunissant et en leur donnant les moyens de décider et d'agir pour gagner. Et je vous assure que Jean-Luc me manque tous les jours, à moi, oui, mais aussi à notre organisation syndicale. Frédéric, je te remercie de faire respecter 1 minute de silence. S'il vous plaît.
Ce que je vous propose avant de vous asseoir, c'est qu'on applaudisse ces camarades. Merci. Merci à vous. Alors, je vous parlais d'appréhension en début d'intervention. Oui, mes camarades, ça fait chaud au cœur de vous voir ici très nombreux. Cela reflète complètement la dynamique mise en place depuis plusieurs années pour nous renforcer, pour nous développer. Je reviendrai sur ce sujet, bien sûr, dans mon intervention. Mes camarades, l'activité revendicative depuis notre congrès départemental de juin 2022, et particulièrement depuis janvier 2023, a été et est toujours plus qu'intense. Oui, intense, notamment avec la résistance acharnée contre la réforme des retraites, et vous savez tous que le travail n'a pas manqué. Et avec les camarades du bureau de l'UD et une grosse poignée de militants membres de la CE, mais également de différents syndicats FO, nous n'avons pas ménagé ni notre peine, ni nos efforts pour que l'Union départementale Force ouvrière de l'Isère soit au cœur de toutes ces mobilisations, et nous n'avons pas chômé. Les camarades, nous ne tournons pas la page ouverte par la résistance acharnée par des salariés et nos adhérents et militants contre la réforme des retraites. Oui, nous avons vécu des grèves et des manifestations historiques à Grenoble et partout dans le département, à Vienne, à Bourgoin-Jallieu, à Voiron, à Saint-Marcelin. Des mobilisations jamais vues. Oui, l'unité syndicale large sur une revendication claire de retraite de la réforme a permis ces mobilisations d'ampleur. Mais force est de constater que, malgré 14 journées de grève et de mobilisation immense, nous n'avons pas gagné. Force est de constater que depuis le 1er septembre, nous avons pris 2 ans fermes de plus. Il est donc nécessaire de tirer les conclusions qui s'imposent. Le premier fait, c'est que le président de la République s'est assis allègrement sur la démocratie en refusant de se plier à l'avis ultra-majoritaire du rejet de sa réforme. Il est vrai que le gouvernement a utilisé tous les artifices que lui confèrent les institutions de la Ve République pour piétiner l'Assemblée nationale et le Sénat et pour arriver à ses fins. Oui, comme l'a exprimé très justement notre confédération, nous avons été victimes d'un déni de démocratie, mais un déni de démocratie constitutionnelle, légale et validé par les institutions. D'ailleurs, pour notre part, nous ne nous étions pas trompés quand nous avons dit que nous ne pourrions compter que sur nous-mêmes pour faire reculer le gouvernement et le président de la République, sans rien attendre, ni des demandes des référendums, ni des mentions de censure, ni des décisions du Conseil constitutionnel. Mais cette analyse, à elle seule, ne suffit pas à expliquer les raisons qui ont permis à Macron d'aller au bout et de faire appliquer sa loi injuste et illégitime pour toute la population. Il est un autre fait. La succession des journées, tout aussi massives et historiques qu'elles ont été, n'a pas suffi à faire céder l'exécutif. Mes camarades, tout au long du conflit et même avant, lors de sa préparation, nous l'avons écrit et nous l'avons dit, c'est par la grève et le blocage de l'économie que nous pourrons obtenir satisfaction. Et malheureusement, le blocage n'a pas eu lieu. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pour quelle raison? Je vais vous faire partager quelques éléments de réflexion. Dès le début de la bagarre pour le retrait de la réforme, la Confédération Force ouvrière a avancé cette idée de reconduction de la grève et la nécessité du blocage par la grève. Et pour ce faire, et là je parle sous le contrôle de nos 2 négociateurs confédéraux dans l'intersyndicale, et qui sont présents ici, c'est-à-dire Patricia et Cyril. Ils ont vieilli quand même. Ils ont pris quelques rides. Notre confédération a proposé du coup aux autres organisations syndicales un appel à la grève reconductible, à partir du 19 janvier. Puis, notre confédération a proposé un appel à la grève reconductible les 7, 8 et 9 mars, pour mettre le pays à l'arrêt. Refus des autres organisations syndicales. Notre confédération est revenue à la charge en proposant à nouveau un appel à la grève reconductible les 15, 16 et 17 mars. Encore un refus de l'intersyndicale. Et quand je dis refus de l'intersyndicale, c'est bien la CGT qui, sous le prétexte malhonnête de vouloir garder l'unité avec la CFDT, qui a refusé d'appuyer nos propositions. Et ça a été la même chose ici, dans le département. Nous l'avons dit au mois de février déjà. Nous l'avons dit, et nous avons dit que celui qui sortirait de l'intersyndicale serait mort. Il n'y avait donc aucun risque à ce que la CGT soutienne les propositions de FO. On aurait bien vu ce qu'aurait fait la CFDT. Mais non, la direction de la CGT a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a tout bonnement refusé de donner les moyens
aux travailleurs d'aller vers la vraie confrontation et donc vers la victoire. Demandez donc, et vous pourrez le faire au moment de l'apéritif, à Cyril et à Patricia, comment la CGT s'est comportée au niveau national. Demandez-leur s'ils ont proposé une seule fois la reconduction de la grève. Non, mes camarades, et pas seulement la CGT, cette CGT s'est comportée comme elle se comporte toujours, pour des intérêts qui lui sont propres, et non l'intérêt des salariés. En faisant cela, les organisations syndicales qui n'ont pas voulu appeler à la grève reconductible se sont placées, du coup, en protection du président de la République et du gouvernement, en refusant nos propositions qui auraient peut-être permis de généraliser la grève, qui était la seule façon de gagner. C'est tellement plus facile de faire porter la responsabilité des échecs des mobilisations syndicales sur les épaules des salariés pour les démobiliser et faire diversion. Je peux vous dire que j'ai pu entendre des choses assez atroces en intersyndicale ici à Grenoble. Au niveau du département, donc, on a appelé et proposé partout des appels communs et des assemblées générales pour décider de la grève reconductible. Mais quels sont les endroits où il y a eu des reconductions? Quelques reconductions dans l'éducation nationale, à EDF, mais si les manifs étaient importantes en nombre, la grève n'a pas pris chez les salariés. Alors que le combat a été soutenu plus que largement par la population, qu'il a été un mouvement populaire, large, l'inflation et les salaires de misère ont sûrement joué, mais l'attitude de certaines organisations syndicales a aussi été un élément déterminant. Alors mes camarades, dans ce contexte, nous n'avons pas d'autre choix. Si nous voulons aller de l'avant et gagner, nous devons renforcer Force ouvrière, notre organisation syndicale. Car le bilan du combat contre les retraites n'est pas que négatif. Nos revendications claires, nos positions, notre constance ont attiré de nouveaux adhérents et ont permis de nouvelles implantations Force ouvrière dans les entreprises dans lesquelles nous n'étions pas. Ça veut bien dire que les salariés ne sont pas abattus et font confiance encore et toujours à notre syndicat. Et nous allons continuer à créer de nouveaux syndicats. Comme nous venons de le faire cette semaine, chez Osiris, entreprise qui gère la sûreté, la sécurité et la logistique pour la plateforme chimique de Roussillon. Nous avons présenté une liste complète dans les deux collèges, une liste Force ouvrière pour la première fois, et nous avons obtenu les résultats avant-hier. Force ouvrière devient la deuxième organisation syndicale avec 37% des voix, des élus dans les deux collèges, 4 élus au total sur 11, AGE égal avec la CGC, devant la CGT qui était majoritaire jusque-là. Et il n'y a pas de coïncidence, mes camarades, car les salariés ne se sont pas trompés. Pour ne pas dire cette victoire, même si nous ne sommes pas les premiers, on la doit au rejet des salariés de la CGT suite à des prises de position localement. On la doit à la camarade Isman, qui s'est battue jusqu'à la dernière voix. Il en manquait 2 pour avoir le 5e siège. Et on le doit au travail que nous accomplissons avec la Fédération de la chimie, par exemple. Ce travail important, nous le faisons systématiquement avec toutes les fédérations pour travailler aux implantations et au développement, mais également avec la Confédération. Alors cela fait ma transition. 50% des comités sociaux économiques vont être renouvelés d'ici la fin de l'année dans les entreprises. Il en restera un certain nombre jusqu'en juin 2024. L'UD s'est fixé l'objectif de signer le maximum de protocoles d'accords préélectoraux, car c'est aussi par ce biais que nous nous implanterons. Les camarades sont déjà investis comme négociateurs de protocoles préélectoraux. Malheureusement, et oui, les patrons dans le département s'organisent aussi, et sont visiblement passés le mot pour envoyer des invitations moins de 1 mois avant la date prévue, ce qui ne nous permet pas de convoquer les camarades négociateurs sur une journée de formation syndicale comme animateur, ce qui serait possible. J'allais dire, c'est bonne guerre, mais nous résistons. Et je voulais remercier ceux qui se mobilisent pour nous aider. Alors, une spéciale dédicace pour Thierry Caron, secrétaire adjoint de l'UD, qui est à fond sur les négociations de protocole. Merci à Salvatore, qui est là-bas présent, trésorier adjoint, qui est aussi par Mons et par Vaux pour aller négocier les protocoles. Ils font un travail exceptionnel sur ce sujet. Alors j'en profite ici pour lancer un appel solennel pour renforcer notre équipe, pour pouvoir nous déployer toujours plus et toujours mieux jusqu'au bout. Tout est mis et continuera d'être mis en œuvre pour aider à la négociation des protocoles d'accord et pour aider à la recherche de candidats. Alors n'hésitez pas, nous avons besoin de tout le monde et je vous assure que ce n'est pas compliqué. Alors après les papes, il faut aussi faire campagne.
Et là, c'est un sujet interprofessionnel. Les militants du privé, mais aussi du public, doivent s'investir, car quand on est à FO, on est fédéré, mais surtout confédéré. On travaille pour Force ouvrière dans toute sa globalité. Mes camarades, cet effort de développement, c'est tous ensemble que nous nous devons de l'accomplir, pour assurer la présence plus large, et la plus large de Force ouvrière, dans les élections des comités sociaux et économiques, mais également en 2024 dans les élections dans les TPE, dans les très petites entreprises, dans les chambres d'agriculture également. On va également devoir travailler en direction des saisonniers, et ils sont nombreux dans notre département. D'ailleurs, cette population de salariés fragiles et précaires, et je ne parle pas que des saisonniers, ils ont besoin de nous, de nos informations, pour leurs droits, pour leur quotidien. Et la Confédération les a défendus, et notamment les saisonniers, dans les récentes négociations sur l'assurance chômage, et a obtenu satisfaction pour eux, comme pour les intermittents. Les camarades, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons tout mettre en œuvre pour rassembler, dans les syndicats Force ouvrière, le maximum de salariés. Les salariés de toutes les entreprises, de tous les services, de toutes les administrations. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons renforcer le syndicalisme libre et indépendant, car c'est ainsi que nous serons mieux armés pour décider et organiser l'action collective efficace pour gagner sur toutes nos revendications. Nous n'avons pas d'autre choix parce qu'en face, les projets du président de la République sont connus. Bien que hués, sifflés, conspués à chaque déplacement par les salariés et une population qui refuse de tourner la page des retraites, le gouvernement et le président de la République n'en continuent pas moins de dérouler leurs projets antisociaux pour le bénéfice des actionnaires. Les 500 plus grandes fortunes de France se sont encore enrichies de 600 milliards d'euros. Alors qu'en bas, plus de 8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, alors que des milliers de familles sont pris à la gorge, alors que les associations comme les Restos du Cœur sont prises d'assaut, alors que les salariés ont de plus en plus de mal à remplir le frigo, que l'essence est toujours à prix exorbitant, alors que l'électricité a pris 10% pendant l'été, le président de la République n'en a que faire. Et il continue. Salaire, retraite, poursuite de la destruction des services publics dans le cadre de la recherche annoncée de 15 milliards d'économies budgétaires, poursuite de la destruction, privatisation de l'hôpital public, de l'école, nouvelle attaque contre la sécurité sociale, chasse aux arrêts maladie, stigmatisation des assurés sociaux en arrêt, des chômeurs, des allocataires du RSA et j'en passe. Souvenez-vous, il préfère montrer son mépris des salariés, des citoyens, de la République, même en invitant plus de 160 personnes triées sur le volet, dont Bernard Arnault et Xavier Niel, des milliardaires, à une ripaille de luxe à Versailles, en l'honneur du roi d'Angleterre, et ce, avant d'aller à la messe du pape à Marseille. Ce n'est donc pas étonnant que la seule réponse qu'il propose, c'est la charité. Parce que les chèques ceci, les primes cela, financés exclusivement par l'État, exonérés de cotisations sociales, qu'est-ce que c'est sinon l'aumône? Ce qui est certain, c'est que rien dans les annonces du président de la République sur la question du pouvoir d'achat ne répond à l'urgence d'augmentation immédiate des salaires, de tous les salaires. Dans ce contexte, le gouvernement a convoqué une conférence sociale pour parler des minima conventionnels de branche au-dessus du SMIC, mais de qui se moque-t-on? Car enfin, qui a décidé des exonérations de cotisations sur les bas salaires qui empêchent l'évolution de toutes les grilles salariales? Qui accorde les aides publiques aux entreprises à tour de bras et sans contrepartie? C'est bien ce gouvernement qui est responsable de l'austérité et de la rigueur salariale, et c'est ce gouvernement qui voudrait qu'on lui serve de faire valoir. Alors nous, à Force ouvrière, on ne marche pas là-dedans. Et c'est pourquoi la Confédération FO a décidé de ne pas se rendre au Conseil national de la refondation et, à juste titre, ne pas être instrumentalisée par un gouvernement qui ne répond à aucune de nos revendications, et elle a eu raison. Sur les salaires, un constat. Dans la fonction publique, les 7 premiers échelons des grilles salariales des personnels de catégorie 6 sont en dessous du SMIC. Des milliers d'agents contractuels de la fonction publique sont à temps partiel imposés et sont maintenus en dessous du seuil de pauvreté. Alors si le président de la République veut discuter des bas salaires, qu'il convoque d'abord ses propres ministres, celui du travail et celui de la fonction publique, et que ce gouvernement commence par décider d'augmenter par un vrai coup de pouce le SMIC, la valeur du point d'indice dans la fonction publique, et que s'ouvrent des négociations dans les branches pour revoir les grilles, et la même chose dans la fonction publique, qu'il remette en place l'échelle mobile des salaires, pour que tous les salaires suivent à minima l'inflation et éviter le tassement des grilles.
Mes camarades, face à l'inflation, notre place, elle est dans les entreprises, dans les administrations, dans les ateliers, dans les bureaux, dans les écoles, dans les réserves des magasins, sur tous les lieux de travail pour discuter avec les salariés, pour lister les revendications salariales, les réunir et décider des moyens pour les faire aboutir. C'est aussi ça, et c'est aussi établir avec les adhérents et les salariés les revendications urgentes pour décider s'il y a besoin de la grève, la vraie, pour bloquer et gagner. Les camarades, malgré cela, il y a un accord important qui a été signé par Force ouvrière notamment, celui de l'assurance chômage. La semaine dernière, cet accord était essentiel pour que le gouvernement ne prenne pas la main sur le dossier, au même titre qu'il voulait le faire pour l'Agir Carco. Sinon, c'était l'étatisation. Et c'était la fin du paritarisme. Et vous le savez, à Force ouvrière, nous sommes pour le paritarisme et nous voulons que les organisations syndicales et patronales gardent la main. Car ce sont nos cotisations, c'est notre salaire différé et c'est notre argent. Oui, les projets du gouvernement, ils sont connus. Et je ne vais donc pas faire le détail de toutes les attaques du gouvernement en cours ou en programmation. Les camarades interviendront, j'en suis sûr, pour les établir de manière précise tout à l'heure. Un point peut-être sur l'ambiance, sur le climat depuis la rentrée sociale de septembre. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon pour les salariés. D'ailleurs, ni pour les salariés, ni pour les organisations syndicales, ni pour leurs militants, ni pour la démocratie en général. Nous avons face à nous un gouvernement et un président isolé comme jamais. Le président n'a qu'une toute petite marge de manœuvre pour faire accepter ses réformes et pour faire passer ses projets. Et face à la colère qui reste intacte, face au rejet immense, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser la répression contre tous ceux qui s'opposent et qui revendiquent. La répression féroce, brutale, insupportable pour la jeunesse, pour les citoyens, pour les militants, de tous horizons. Et les organisations syndicales, eh bien, elles n'échappent pas à la règle. Et notamment, et encore plus Force ouvrière. Comme nous refusons de servir de courroie de transmission des projets du président de la République, Macron veut notre peau. Je rappelle que c'est lui qui était à la baguette pour la mise en œuvre de la loi El Khomri sous le gouvernement Hollande, qui a contribué à l'affaiblissement du rôle et des prérogatives des organisations syndicales. C'est lui qui a mis en œuvre la loi de transformation de la fonction publique, le pendant des ordonnances travail pour les fonctionnaires. Vous avez déjà mis quelques coups dans les dents. Et aujourd'hui, nous avons tous vu un peu partout la multiplication des interdictions de manifester. Pas vraiment dans notre département, quoique. Nous avons vu les tentatives de réquisition des grévistes, en particulier notamment lors de la mobilisation des retraites, et je parlais des raffineurs. Et Force ouvrière a défendu ses salariés et a gagné. Nous avons en tête les multiples remises en cause du droit de grève. Nous avons dénoncé la répression qui criminalise l'action syndicale. Nous avons vu les poursuites engagées à l'encontre de syndicalistes qui se sont mobilisés pour le retrait de la réforme des retraites. Et là, mes camarades, une ligne a été franchie. La violence d'État, elle se généralise contre les salariés, contre les citoyens, contre la jeunesse. Oui, mes camarades, l'État instrumentalise les forces de police pour empêcher toute forme de revendication et d'expression. Des dérives autoritaires du gouvernement français, d'ailleurs dénoncées par la Confédération syndicale internationale au sujet en particulier du mouvement des retraites. Oui, ça sent pas très bon. Et si on ajoute à tout cela les 413 milliards d'euros pour la loi de programmation militaire, si on ajoute à cela l'embrigadement et la mise au pas de la jeunesse avec le service national universel et la généralisation des classes défense dans les établissements scolaires du second degré, si on ajoute à cela la stigmatisation d'une partie de la population sur fond de projet de loi d'immigration, sans parler de la laïcité à géométrie variable du président de la République, sans parler des 49.3 dégainés tous les 4 matins pour faire passer des lois destructrices, alors mes camarades, on peut légitimement s'inquiéter du jeu trouble que joue ce gouvernement. Il est en train de souffler sur des flammes effrayantes pour la démocratie et pour nos libertés individuelles et collectives. Au niveau international, je n'oublie pas les travailleurs dans de nombreux pays touchés par les guerres. Concernant plus particulièrement le conflit israélo-palestinien, alors même que le nombre de morts est énorme, je remercie la Confédération pour son appel à l'arrêt des bombardements, au cessez-le-feu immédiat, à l'application du droit humanitaire international. Bien évidemment, l'Union départementale soutient la position de la Confédération qui a affirmé sa solidarité envers les victimes civiles palestiniennes et israéliennes, à leurs familles, ainsi qu'aux organisations syndicales avec qui elles travaillent.
Alors, j'aime souvent rappeler aux camarades dans les stages, dans les AG de syndicats, nos fondamentaux, ceux de la charte d'Amiens. Rappeler que notre organisation réaffirme régulièrement son combat contre toute forme de racisme, de xénophobie, antisémitisme, sexisme, homophobie et toute idéologie de rejet de l'autre. Mais également le combat de notre organisation pour toutes les libertés. Alors, dans cette situation, nous avons donc une responsabilité. La dérive autoritaire du gouvernement est dangereuse et elle doit être combattue. Elle doit être combattue parce qu'il n'y aura pas de salut pour nos revendications si nous laissons ce gouvernement minoritaire museler et soumettre tous ceux qui s'opposent à lui. J'étais un peu long, je pense. Néanmoins, je pense qu'il était important de nous réunir. Et même si nous avions décidé de cette date il y a plus de 6 mois, ce comité général répond à la résolution du CCN, du Comité confédéral national des 26 et 27 septembre à Bourges. Je vous rappelle, le CCN, c'est le Parlement de notre organisation syndicale, qui est composé de toutes les unions départementales et de toutes les fédérations. Ce CCN a décidé d'une campagne médiatique, de meetings, d'assemblées dans les départements, avec au centre l'action revendicative sur les salaires, les services publics, la protection sociale et les salaires, et les retraites, pardon. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mes camarades, comme le dit très souvent une camarade de mon syndicat national, on a raison, donc on ne lâche rien, et nous ne lâcherons rien pour l'augmentation immédiate de nos salaires, des pensions, des minima sociaux, pour l'abrogation de la réforme des retraites, pour la défense des services publics et contre leur privatisation rampante, pour la défense de la sécurité sociale et le renforcement de notre protection sociale collective, et pour la préservation des conventions collectives et des statuts, pour l'égalité de toutes et de tous, pour la justice sociale. Nous ne lâcherons rien. Continuons donc de nous implanter, organisons partout le rapport de force interprofessionnel qui s'impose pour satisfaire nos revendications. Ici, vous le savez, la discussion est libre. Alors les camarades, c'est à vous. Vous avez la parole. Vive les syndicats de l'Union départementale Force ouvrière de l'Isère. Vive les adhérents et les militants Force ouvrière de l'Isère. Vive la CGT Force ouvrière. Et vive le syndicalisme libre et indépendant. Merci.